Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent de me découvrir, je suis Stanislas Traoré, crypto-trader, crypto-investisseur, un passionné du business et de l'entrepreneuriat et également investisseur immobilier. Les amis, comme à l'accoutumée, nous avons des invités auxquels nous posons des questions histoire d'apprendre un peu plus, voilà, d'augmenter notre intelligence sur tous les plans. Et donc c'est dans ce cadre-là que je reçois aujourd'hui un invité spécial pour moi. Il est spécial parce que c'est un ami d'enfance qui par la suite est devenu un grand monsieur. Il s'agit de Monsieur Tima, le premier responsable de Baron Compagnie. Bonjour Monsieur Tima. Bonjour, c'est Traoré. Votre matinée. Ça va très bien et vous-même? Ben oui, ça va. Ok. Merci d'avoir accepté de vous prêter à notre jeu. Question-réponse. Le plaisir est pour moi. Voilà. Alors, d'abord, avant de commencer, il faut que je dise à mes abonnés que je suis fier de ce que tu fais. Non, sincèrement, je suis très fier de ce que tu fais. Parce que quand je regarde un peu le parcours depuis qu'on était... On avait quoi? 9 ans? Ouais. Depuis 9 ans. C'est quoi, la classe de CM, depuis le primaire, Ouais. Et puis après, bon, chacun a fait son bout de chemin et sincèrement, je suis vraiment fier de ce que tu as abattu jusqu'à maintenant. Merci. Tu restes une inspiration pour moi et je sais pour nombre de jeunes. Alors, donc sans plus tarder les amis, on va passer aux questions. Et nous allons bien sûr apprendre de M. Tima et faire grossir encore plus notre mindset. Alors, pour commencer, pouvez-vous partager avec nous votre parcours entrepreneurial jusqu'à présent, ainsi que les principales motivations qui vous ont poussé à vous lancer dans des domaines aussi divers que le e-commerce, la création de logiciels et la vente de produits physiques comme la glace. D'abord, moi je me présente, je suis Cheikh Aboubakar Tima, le gérant de Baron Compagnie SARL. Moi, mon parcours a commencé vraiment depuis le bas âge, comme toi tu le savais déjà. Parce que je viens d'une famille vraiment de commerçants. Depuis le grand-père, on est commerçant. Mon papa, il est commerçant. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, j'ai démarré par la vente ambulante de cartes de recharge en son temps. Ouais. C'était pas des recharges électroniques comme maintenant, SAP, etc. Donc, je vendais de façon ambulante depuis le secondaire, mais je le faisais que pendant les vacances. Alors, j'ai fait ça 2 ou 3 ans. Après, j'ai arrêté. Parce que si vous savez, dans les familles de commerçants, il y a des périodes généralement de formation. Bien sûr. Donc, on nous récupère, on nous met généralement à la boutique. Ouais. Voilà, pendant les vacances, on vient. C'est une formation indirecte, mais c'est ce qui nous forge pour l'avenir. Donc, j'ai fait ça aussi 2-3 ans. Et je me suis constitué un petit capital d'environ 50 000. Et c'est en ce même moment que les SAP sont arrivés. Donc, je distribuais ça même pendant les cours. Ok. Voilà, donc même quand tu m'écrivais à l'école, j'étais en classe, je te déchargeais. Mais j'étais demi-grossiste, je ne vendais pas en détail en tant que tel. Ok. Voilà. Après ça, il y a Orange Money, les transferts d'argent qui sont venus. C'est ça. J'ai investi là-bas. Il faut dire que j'ai commencé même à avoir un peu d'argent à travers ça. Ouais, depuis, je me souviens que ton premier petit coin Orange Money, c'était quoi? C'était RTL en son temps, non? C'était RTL à son temps. C'était RTL en son temps. Là, c'est 2013, si je me trompe pas. 2013, 14. 2013, parce que je me souviens que, comment on appelle ça? La fête d'indépendance du 11 décembre, c'était en 2014. Exactement. Voilà. Mais avant qu'ils commencent les réflexions, etc., toi, tu avais déjà ton coin. Là, c'est depuis 2013, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, les amis, depuis 2013, le mec, il a déjà construit son entreprise. Vous imaginez? Bon, je vais pas dire l'âge, mais sachez que on est relativement jeune, on a le même âge, on a le même âge, relativement jeune. Donc, vous imaginez que depuis 2013, le mec, il est entrepreneur. Depuis les bancs. C'est vraiment... quand je vous dis que le mec, il m'inspire, croyez-moi, il m'inspire. Il m'inspire sérieusement. Ouais, c'est un peu cela. Donc après ça, bon, vous savez, toute entreprise, en grandissant,
on se rend compte qu'à un certain niveau, qu'on n'arrive même plus à être rentable. Les revenus et les dépenses s'égalisent plus ou moins. C'est ça. Donc, à cause de ça, nous, on a cherché d'autres activités, comme les réabonnements Canal+, etc. Ce sont des activités qui évoluent avec le transfert d'argent. Bien sûr. Si tu fais le transfert d'argent sans Canal+, vraiment, c'est un gâchis. Bien sûr. C'est un manque à gagner, voilà, que tu laisses tomber. Donc, on a associé cette activité qui nous a permis, en fait, d'augmenter nos revenus sans pour autant augmenter nos charges. Parce qu'on n'a pas recruté, on n'a pas loué un nouveau local et tout. C'est une activité qui se greffe à une autre. Donc, on a fait ça. Ensuite, on est passé au paiement des factures. Oui, effectivement. Je me souviens qu'on venait, quand on me disait il faut aller payer la facture nationale. Ah, le rang, c'est pas. On dit, hey, il y a Baron Compagnie qui a lancé ça. Donc, bon, finalement, tout le monde venait payer les factures. Tout à fait. Effectivement, ça nous a facilité vraiment beaucoup la tâche. Parce que les d'aller s'aligner, bon, on le fait facilement. Donc, nous, on le faisait de façon informelle. Hein. Donc, au lieu de t'allier, c'est nous, on partait s'allier. Donc, puis on a essayé d'utiliser certaines plateformes en son temps. C'était vers 2017-18, mais ce n'était pas très fiable. Voilà, on a eu beaucoup de problèmes avec les clients qui perdaient le courant malgré qu'ils ont payé. C'est très frustrant. On a décidé d'aller payer nous-mêmes, prendre le reçu de la Sonabel nous-mêmes, et le client vient récupérer son reçu s'il veut. Ok. Voilà, donc on a fait ça. Ça aussi, ça nous a aidé parce que les charges n'ont pas trop augmenté. C'est ça. Voilà, et le revenu également continue à augmenter et un peu cela. Ok. Après cela, bon, on est passé au e-commerce vers 2019. On a lancé des produits comme... Moi, je vendais principalement les Danfani, les fausses Danfani. Oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, oui. On le vendait essentiellement en ligne. Je livrais également. Et après ça, on est passé à d'autres projets comme vraiment la création de sites internet, des logiciels et tout récemment le projet de glaçons Super Ice qu'on a en cours. Donc c'est un peu long, on va pas trop... Oui, mais moi j'ai une question. Oui. Les gars, figurez-vous qu'il est allé faire 3 ans d'études au Maroc. Pendant ce temps, son entreprise tournait toujours. Je me suis demandé, bon diable, mais comment il arrive à gérer son entreprise à distance? Figure-toi que moi, en 2000, au temps de Covid, j'avais ouvert une laverie à Dédougou. Ok. Quand la période est passée, bon, je suis remonté et j'ai laissé l'entreprise tourner. Ok. Mais je te dis pas... La catastrophe. La catastrophe. Les clients venaient, c'est ça au moins c'est sûr. Parce que quand moi j'étais là et que je lavais et tout, je savais ce qui rentrait en fait. La demande la demande était permanemment présente. Donc quand je suis parti, on me dit il n'y a pas de client. Il n'y a pas de client, il n'y a pas de client. Bon, pourtant, il y a des charges. Il faut payer le carburant pour la machine, il faut payer l'eau, il faut payer le savon. Il faut eux-mêmes les payer. Parce que j'avais pratiquement 4 employés. Il faut les payer. Tout à fait. On me dit qu'il n'y a pas, ils n'ont pas. Quand je regarde les recettes, il n'y a rien. Je regarde les recettes, il n'y a rien. Finalement, j'étais obligé chaque fois d'enlever l'argent de ma poche pour payer. Bon, finalement, j'ai dit, vous savez quoi, vous laissez tomber. J'ai recruté une autre personne que je disais qui était dans la détresse. C'était un jeune, bon, il était un peu plus âgé que moi-même, qui était un peu en difficulté. Je lui ai dit, bon, tu sais quoi, vu que tu es en difficulté, moi je vais à d'autres dans une autre ville. Donc du coup, je te confie la chose, tu vas bosser, les recettes, on va faire 50-50. Non, c'est lui que tu penses que tu es en train d'aider là, c'est lui qui va te clouer. Exactement. Tantôt c'était des problèmes avec des clients. Finalement, un jour, je me suis levé, j'ai pris mon car, j'ai atterri à Dédougou, j'ai récupéré ma machine et je suis allé mettre au magasin. Et puis l'entreprise est fermée. C'est comme ça. Donc, explique-moi comment tu as fait pendant 3 ans, presque 4 ans même. Oui, c'est 4 ans. Oui, 4 ans en gros. Comment tu as fait pour maintenir ton entreprise à flot à distance? Parce que en fait, ton activité, vous faites beaucoup de transactions d'argent. Exactement. Pourtant, on sait que là où il y a l'argent, il y a toujours franchement un problème d'ordre humain. Voilà, parce que tu le veuilles ou non, voilà. L'être humain, la plupart, on est faible devant l'argent. Tout à fait. Voilà. Pourtant, quand tu vois que le patron n'est pas à côté, ça te donne en fait cette envie de te servir, de faire ce que tu veux. De toutes les façons, le boss n'est pas là. Et puis bon, il va endosser toutes les responsabilités. Exactement. Donc, explique-moi, comment tu as fait? Bon, il faut dire qu'à la base,
moi, je suis vraiment un passionné de gestion, même si je n'ai pas fait d'études dans ce sens. En fait, j'aime contrôler tout ce qui est contrôlable. Ça vient de ton enfance. Ouais. C'est normal. Voilà, donc moi, j'aime contrôler tout ce qu'on peut contrôler. Je me rappelle quand j'ai eu mon BPC, ma grande soeur m'a offert un ordinateur. Alors, il faut aussi préciser que moi, dans ma famille, j'ai ma grande soeur qui est expert comptable. J'ai mon frère qui est comptable. Donc, la gestion est vraiment omniprésente. Okay. Donc, mon frère qui était là en son temps, ma soeur n'était pas là, donc lui aussi, il était en son temps à la fac. Donc, comme il apprenait de nouvelles choses, il voulait aussi enseigner. C'est ça. Voilà, donc il m'a monté quelques fichiers Excel. Donc, déjà, en 2015, moi, j'avais un semblant de logiciel pour gérer mes activités. Wow. Donc, j'avais juste des colonnes, dépenses, la comptabilité de base, quoi. Ouais. Voilà, donc, ça, c'est depuis la base. Donc, ça a évolué avec moi. Donc, tout ce qu'on faisait, on contrôlait. Voilà. Par exemple, chez moi, en son temps, ce n'était pas vraiment naturel dans les points de transfert d'argent. Chez moi, le compte s'arrêtait chaque soir. Okay. Il n'y a pas d'exception. Voilà. Aujourd'hui, ça peut être évident, mais avant, ce n'était pas ça. Les gens, ils confiaient leur argent à une vendeuse, ils reviennent un mois après, ils viennent faire les comptes. Parfois, c'est même pas, le problème ne vient même pas de la vendeuse, parce que même à la banque, il y a des trous de caisse. Tout à fait. Voilà, donc parfois, si les trous de caisse s'accumulent, on ne peut plus retracer. C'est vrai. Mais si le compte a arrêté le soir, et que tu te rends compte qu'il y a un trou de caisse par exemple, de 14 950, et que tu te rappelles qu'il y a une personne qui avait fait un retrait de 14 950, tu doutais si c'était venu ou pas. Bon, déjà, c'est plus clair, quoi. C'est plus clair, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, nous, on le faisait chaque soir. C'est pénible, mais il faut le faire. Ouais. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une mesure dissuasive. Voilà. En plus de ça, moi, j'ai eu un gérant vraiment qui est exceptionnel. Voilà. C'est lui qui a tenu, en fait, l'entreprise. Hein. Voilà. Moi, je fais des comptes, mais c'est lui, sa bonne foi, qui a fait que vraiment, on a pu vraiment évoluer jusqu'à là. Donc, on met en place un système de gestion, on est rigoureux dans la gestion. Je suis omniprésent. Moi, j'étais au Maroc, mais il n'y a pas ce jour-là où je n'interviens pas. Okay. Il y a des choses que je ne délègue jamais. À un certain moment, on est passé. Par exemple, c'est moi, je calculais toujours le salaire. C'est moi, je payais le salaire en étant au Maroc. Okay. Voilà, donc je ne disais pas, comme vous êtes là-bas, quand les commissions tombent, prélevez, vous payez, vous, et puis non, Okay, non. Moi, j'envoyais les bulletins, je payais moi-même. Okay. Ça, je n'ai jamais délégué. Donc, les collaborateurs se sont rendus compte que je suis toujours dans le projet. Donc, c'est un peu cette mesure est un peu dissuasive. Tout à fait, oui. Et sans aussi ignorer leur bonne foi aussi. On a eu une équipe vraiment qui a compris le projet et on a pu avancer facilement. Okay. Si tu es permanemment présent, oui. Effectivement, ça dissuade non seulement tes... oui. Le patron là, il est loin, mais il est tous les jours dans le bac. Tout à fait. Il faut qu'on fasse attention. Tout à fait. Effectivement. Et comme tu l'as dit, ton gérant aussi, vraiment quelqu'un de très gentil. Ouais. Je ne suis jamais allé là-bas et puis j'ai déjà eu non. Tout à fait. Très accueillant, ouais. Très professionnel. Ouais. Je le salue même de passage, hein, M. Drago. C'est une personne vraiment exceptionnelle. Non, ça je le confirme. Ouais. Alors, question suivante. En tant qu'entrepreneur polyvalent, comment gérez-vous le défi de jongler entre plusieurs industries, des types de produits et de services? Tu as bien choisi le mot jongler parce que vraiment c'est du jonglage. C'est du jonglage. Parce que moi depuis le début, moi je me suis inscrit dans une dynamique où c'est le business moi je fais. Je ne suis pas dans la dynamique où on dit bon je vais créer une start-up, voilà, m'inspirant des projets de l'Occident, etc. Je vais dire je vais créer une start-up qui va révolutionner. Moi je cherche à gagner de l'argent. C'est tout. C'est pourquoi je suis diversifié autant. Okay. Parce que quand ça rapporte et que ça complète certains de nos projets, moi je fonce. Voilà. Rares de nos projets ne complètent pas nos projets existants. Okay. Voilà. Il y en a, mais c'est très peu. Okay. Voilà. Donc, moi d'abord, quand je lance un projet, il faut dire que je m'y mets à fond personnellement. Okay. Quand les gens me voient livrer de la glace ici à Ouaga, un de mes gérants, mon gérant même m'a appelé un jour, il m'a dit qu'il faut arrêter ça, que ce n'est plus ton travail.
J'ai dit non, je vais le faire. Parce que en faisant les livraisons moi-même, j'ai compris par exemple que la glace se vend bien la nuit par rapport dans la journée. Ah, tu vois, ça c'est une erreur. Oui. Alors qu'on allait recruter par exemple une personne, on va lui dire bon, tu vas monter de 8h à 16h. À 8h à 16h, le gars il va rien. Mais pourtant, à la fin du mois, il faut payer son Il faut salaire. payer son salaire. Ouais. Alors que le travail, c'est la nuit. Ouais, Donc, par exemple, moi, c'est une information capitale. tout à fait. Donc, le jour que je recrute une personne qui travaille et qui me dit dans la journée, ça ne fonctionne pas, moi, c'est évident parce que moi-même, j'ai été C'est vendeur vrai. dans le projet. C'est ça. Donc, ça me permet déjà de maîtriser le projet. Quand tu maîtrises le projet totalement, quand tu recrutes ensuite, c'est facile. Tout à fait. Parce que le fait même de savoir, pour un collaborateur, de savoir que tu peux faire ce qu'il est en train de faire et peut-être même mieux, que lui, il s'est mis au sérieux. c'est vrai. Donc c'est vraiment notre secret pour pouvoir gérer plusieurs projets. Et aussi, vraiment, tu n'as plus le temps. Bien sûr. Voilà, tu n'as plus le temps. Moi, je livre la glace ici à 3h du matin parfois. Waouh. Waouh. Les gars, vous entendez? Donc, 3h du matin, pendant que beaucoup d'entre nous sont en train de dormir. Donc, c'est comme ça. Il faut s'y mettre à fond. Tu n'auras plus de temps. Plus tu as beaucoup de projets, plus il faut consacrer beaucoup de temps. C'est vrai. Voilà. Ouais. Alors, question suivante. Dans le domaine du e-commerce, où la concurrence est féroce, actuellement, tout le monde fait du e-commerce. Il faut qu'on se le dise. Exactement. Tout le monde fait du e-commerce. Quelqu'un qui a un téléphone, souvent il n'a même pas de produit. Non. Voilà, il gère avec quelqu'un d'autre, il fait son business tranquille. C'est une mode même. Voilà, c'est devenu une mode exactement actuellement. À la fin, chaque fois on dit, pendant les périodes de fête, tout le monde devient commerçant. Exactement. Et ça, moi, franchement, c'est... Désolé les gars, mais j'ai horreur de ça. Tu es commerçant ou tu n'es pas commerçant? Mais les commerçants opportunistes là, bon, mais quel qu'en soit Alpha, chacun cherche son pain, chacun cherche son argent. Tout à fait. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Exactement. Alors, donc je disais, dans le domaine du e-commerce où la concurrence est féroce, pouvez-vous nous parler des stratégies que vous avez mises en place pour vous démarquer sur le marché et fidéliser vos clients? C'est sûr, en Afrique, le marché africain même en général, et au Burkina Faso, c'est très facile en fait de s'en sortir en e-commerce. Ok. Il n'y a qu'un seul secret, c'est l'honnêteté. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce dont vous avez besoin pour vous en sortir. Regarde, le secret il est là. C'est l'honnêteté. Parce que les gens ils vendent des produits, parfois qu'ils ne testent pas. Ouais. Ils commandent en ligne avec Alibaba, ça vient, il commence à distribuer. Il a peur même de tester pour ne pas ronger ses marges. Donc du coup, il livre parfois un produit défectueux. Bien vrai, ce n'est pas lui de sa faute, c'est la faute du fournisseur peut-être. Voilà. Mais c'est lui sa faute, parce que c'est entre lui et le client, c'est lui sa faute. C'est ça. Voilà. La responsabilité entre lui et le fournisseur, c'est un autre cas. C'est ça. Donc le client, il est dessus et il s'en va. C'est vrai. Ou bien il livre un produit. Moi, par exemple, nous avons beaucoup vendu des mixeurs de la marque Silvercrest. Parfois, le mixeur, tu peux livrer à un client. Le client, il branche le mixeur une ou deux fois et le mixeur se tombe en panne, le moteur est grillé. Parfois, ce n'est pas toi. C'est le client qui... La tension fluctue beaucoup à notre niveau. Voilà. Mais si tu veux te positionner à long terme, quand quelqu'un prend un produit avec toi, 48 heures après, un produit qui est censé faire plusieurs mois, 48 heures après, le produit est en panne. Vraiment, si tu peux vraiment prendre, échanger, même à perte, c'est mieux de le faire. C'est vrai. Parce que cette personne, des 1, il est verrouillé, il est à toi désormais. C'est ça. Et il va également t'apporter plusieurs autres clients. Ouais. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. C'est comme ça que ça va grandir. Et la malhonnêteté des e-commerçants est un avantage. Parce que si toi tu es honnête, naturellement tout le monde va venir vers toi. C'est fini. Ouais. C'est tout en fait quoi. Voilà. Bien vraiment, il faut se former en publicité, il faut faire ça, mais la base c'est l'honnêteté. C'est ça. Parce que nous sommes dans un environnement où la malhonnêteté est devenue une norme. C'est réel. Surtout en ligne. Ouais. Voilà. Les gens ils te vendent un produit, lui-même il sait que ça ne fonctionne pas. Mais il te vend quand même. Il te vend le produit quand même. C'est tout en e-commerce. C'est vrai. Ouais. En y réfléchissant sérieusement, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. C'est ça.
Parce qu'effectivement, nous tous, au début, on a tous payé des produits quand on pensait que c'était le produit il était, ouais, de la publicité mensongère. Oui. Les gars font de la publicité mensongère, tu achètes le produit, finalement, les attentes voilà, du produit ne sont pas ça. Oui. Donc finalement, tu es découragé. Jusqu'aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui ont peur d'acheter en ligne. Oui. Je me souviens que mon papa, il voulait acheter, c'était un document qu'il voulait acheter. Les gars vendaient en fait des clés USB avec plein de c'était des livres en développement personnel, des vidéos, etc. Il dit qu'il voulait acheter ça pour ma petite soeur. Maintenant, il m'a appelé, il m'a dit ah, que les gars qui sont en ils sont pas sérieux. Hein. Donc, du coup, il me demande si moi je vais aller croiser le vendeur, récupérer la clé, vérifier si c'est bon avant de. Mais c'est clair. Je dis non, bon, nous maintenant, on a pris l'habitude en fait d'acheter avec les gens. Donc, bon. Moi, en général, la majorité de tout ce que j'achète, c'est en ligne. Comme tu es entrepreneur, tu aimes jouer, même si ça ne fonctionne pas. Exactement. Tu digères mieux que celui qui n'est pas entrepreneur. Donc, par exemple, on prend l'intégration des passerelles de paiement en ligne. Bon, par exemple, tu intègres un passerelle de paiement, personne ne va payer là-dessus. Ou très peu. Actuellement, au Burkina en tout cas, non. Les gens préfèrent payer en espèces. En espèces, en présentiel. Payer à la livraison. Ouais. C'est comme ça. Tout ça, c'est parce que les gens n'ont plus confiance. C'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas aussi hésiter à rembourser. Moi, je suis une personne, je n'hésite pas à te rembourser ton argent. Moi, il y a des clients que je veux rembourser, parfois ils refusent de prendre. Parce que moi, je n'hésite pas à te rembourser. Que ce soit une formation ou un produit physique. Par exemple, moi, mes formations, même tu peux acheter, tu as 14 jours. Si tu veux, il faut suivre. Si tu finis, tu dis, bon, j'ai suivi, ça ne me plaît pas, je te donne ton argent. Ok. Tout récemment, j'ai vendu une montre à un monsieur. Il a dit que la montre ne lui convient pas. Je lui ai dit si la montre ne vous convient. Il a dit d'abord que ça se décharge vite, on remplace immédiatement la montre. En plus, il vient nous dire que la série ne lui convient pas, ce n'est pas une bonne série. Donc, venez à l'agence, prenez votre argent. Mais depuis aujourd'hui, il n'est pas venu. Donc, c'est comme ça. Parfois, il faut accepter juste perdre un peu et tu te construis une bonne base de données. Une bonne base, c'est tout à fait. Donc, les gars, le secret, il est là. Alors, question suivante. La création de logiciels du site web est un domaine en constante évolution. Tout à fait. Comment votre entreprise s'adapte-t-elle aux nouvelles tendances technologiques et aux changements du marché pour rester compétitif? Bon, vous savez, tout ce qui est code en général, la technologie, ça évolue très très vite. Hein. Mais c'est pas aussi comme les gens pensent. Parce que si un projet, je prends par exemple un script populaire comme WordPress, les gens utilisent WordPress pour créer des sites très facilement sans toucher au code ou très peu. WordPress évolue. Si tu prends WordPress en 2016 et WordPress aujourd'hui, l'interface est vraiment différente. Mais à la base, c'est pas comme le jour et la nuit. Voilà, ça évolue, mais ça garde toujours une bonne racine en fait, quoi. Donc, nous, à notre niveau, pour pouvoir s'adapter à cette évolution, ce qu'on fait, c'est bien sûr la formation. C'est se former en permanence et aussi apprendre en permanence. Tout à fait. Oui, oui. Parce que si tu n'es pas connecté en permanence, on dit WordPress 7 est sorti. Si tu ne pars pas lire les différentes fonctions qui sont là, ça va être difficile. Tu seras rapidement obsolète. Ça ne fonctionne pas. Pour s'adapter vraiment, c'est la formation et aussi comprendre les besoins du marché. C'est vrai. Par exemple, aujourd'hui, dans notre environnement, les scripts ou les logiciels qui se vendent le mieux, c'est les logiciels hybrides qui fonctionnent en ligne et hors ligne en même temps. C'est ça, tout à fait. Si tu déploies un logiciel dans un point de vente, par exemple, une alimentation qui fonctionne en ligne, nous connaissons notre Internet, notre connexion Internet. C'est pas ce que... C'est pas stable. Ouais. Voilà, donc du coup, le monsieur, il n'y a pas Internet, il peut plus vendre. Donc il va vendre hors du logiciel et le stock ne va plus correspondre. Le stock théorique et le stock physique ne va plus correspondre. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu cela. Se former, voilà, et comprendre réellement les besoins du marché en permanence et proposer des solutions adaptées. Ok. D'accord. Alors, question suivante. Vendre des produits physiques comme de la glace
peut représenter des défis logistiques uniques. Exactement. Pouvez-vous nous parler de votre approche pour gérer efficacement la production, la distribution et la livraison de vos produits? Actuellement, en ce qui concerne, peut-être, je vais commencer par la production. La production n'est pas très compliquée à notre niveau. Parce que nous, on ne commercialise pas les glaces traditionnelles. Comme on a l'habitude. Quand on attache dans Voilà, les exactement. sachets, ouais. Voilà. Nous, on produit les glaçons principalement. Ok, Voilà, donc la machine, elle est 100% automatique. ok. Donc, il suffit juste de connecter de l'eau. On filtre l'eau également, le filtre et tout. Tu mets en marche, tu attends 20 à 25 minutes à peu près, la glace tombe, tu ramasses. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail à la chaîne. À la chaîne. Ok. Voilà. Et la machine peut travailler 24 heures sur 24. Wow. Donc, côté production, il n'y a pas de problème, hein, tu peux produire. Tu m'appelles tout de suite, tu veux par exemple 20 kg de glace, c'est 1 heure, 2 heures maximum, je te livre ça. Ok. Même si on n'a pas de stock. Voilà. Donc là, ça va, il n'y a pas de problème. Le principal problème, c'est vraiment la conservation. Ouais. La conservation qui est très compliquée parce que quand tu produis, tu es obligé de conserver encore dans le congélateur. Voilà. C'est ce qui est un peu coûteux si tu ne vends pas. Bien sûr. Surtout avec les coupures. Voilà, ça aussi c'est un autre problème. Problème, ouais. Voilà, donc si tu ne vends pas rapidement, la conservation va te coûter très cher. Donc Ouais. du coup, il faut multiplier les partenaires. Ouais. Il faut multiplier les partenaires de telle sorte que si monsieur A ne commande pas, monsieur B va commander. Et puis être disponible pour livrer à tout moment. Ouais. Voilà. Surtout. Parce que la glace, les gens ne savent pas, mais c'est un produit d'urgence. C'est vrai. Un produit d'urgence. Parce que quel bar ou quel restaurant ne produit pas ses propres glaces? Pratiquement tous. Hein. Oui. Donc quand ils commandent ailleurs, c'est parce que la demande est forte à son niveau. Ouais. Voilà. Et ils sont en manque. Ils sont en manque. Ouais. Donc il faut commander ailleurs. Donc c'est un produit d'urgence. Donc il faut être prêt à livrer à tout moment. Donc si tu arrives à mettre en place ces différents éléments, forcément ça va évoluer. Et le dernier défi qu'on a, c'est peut-être les emballages. Sur le marché pour trouver les emballages adaptés. Si vous avez remarqué, nos emballages ne sont pas personnalisés. Non, Parce qu'on a eu à faire des démarches plus d'1 mois et on n'a même pas pu trouver des emballages personnalisés. Wow. On était obligé de faire avec ce qu'on a passé. C'est la période. Oui, c'est la période On actuelle. ne peut pas dire qu'on va attendre commander. Moi, j'ai des fournisseurs en Chine, mais on ne peut pas faire venir des emballages par avion. Il faut faire venir par bateau. Donc, ça, c'est minimum 2 mois. 2 mois, 3 mois. Ouais. Donc, la période est passée. Donc, cette année, on a livré des produits dans des emballages non personnalisés. Et l'année prochaine, voilà, on va se préparer pour voilà, personnaliser exactement. en fait. Donc, mais commander la glace. Hein. Commander la glace. Alors, question suivante. En tant que jeune entrepreneur, quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez apprises jusqu'à présent dans votre parcours entrepreneurial? Y a-t-il des erreurs que vous avez commises et dont vous avez tiré des enseignements précieux? Oui, en fait, moi-même, la plus grosse erreur que j'ai commise, c'est avec ce projet de glace-là. Ah ouais? Oh, oui. En fait, c'était l'un de mes plus gros paris qui... Pourtant, tu l'as commencé il y a longtemps, depuis 2000. Exactement. Oui, je me souviens que quand tu étais encore manager, la première année quand tu es parti, non? Oui. Tu m'as appelé pour me demander un peu, Exactement. Voilà, concernant les caractéristiques de certaines machines, etc. Tout à fait. Donc, on a lancé principalement le projet là-bas, mais tu connais le pouvoir d'achat. Ouais, de Togo, le pouvoir d'achat. Voilà, Ouais. nous, les glaçons, on le vend peut-être le sachet de 5 kg à 1000 francs. Et vous savez, ce sont les restaurants, les bars de luxe qui peuvent acheter ça. C'est vrai. Voilà, donc dans une ville comme ça qui n'est pas très développée, c'est pas évident. Pas évident. Donc le projet a fait faillite sans démarrer et notre investissement était autour de 5 millions immobilisés. Donc c'était une grosse erreur vraiment de ma part parce que j'ai négligé un principe fondamental en entrepreneuriat. Il faut toujours tester, il faut toujours avoir un business model avant de vraiment investir massivement dans le projet. Nous, on a investi massivement sans connaître même le projet. Ouais. Du coup, ça n'a pas... Au début, c'était une faillite. Hein? Pourquoi moi, je livre aujourd'hui de la glace? Parce qu'aujourd'hui, c'est mon honneur qui est en jeu.
pour moi, il faut que cette entreprise-là soit rentable. Il faut qu'elle fonctionne parce Voilà. que tu as déjà subi, pour ne pas dire, tu as déjà essuyé une défaite. Exactement. Et tu ne peux pas en fait. Non, il faut que ça fonctionne. Ouais. Il faut que ça fonctionne. Pourquoi je suis là-dessus, corps et âme, pour que ça fonctionne. Donc du coup, moi, aujourd'hui, si je m'assois, je vois qu'on peut lancer ce même projet avec moins de 100 000 francs. Wow. Ouais. Là, vraiment, après, effectivement, l'échec, tu as... Oh oui. Ouais. On peut lancer le même projet avec moins de 100 000 francs, le temps de comprendre réellement le marché, de comprendre les besoins du marché, et maintenant acheter une machine 100% automatisée. Nous, on a commencé par la fin. Ouais, effectivement. C'est effectivement l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs. Exactement. Ou du moins, de nouveaux entrepreneurs. Ouais. Beaucoup commencent effectivement par la fin. Oh, tout à fait. Et en avançant, ils se rendent compte que, cette chose-là, C'est chaud. c'est compliqué. Ouais. Et puis finalement, ils abandonnent. Oui. Et donc, bon, la majeure partie des gens qui ne sont pas tenaces. Exactement. Voilà. Quand ils se heurtent à une difficulté, Oui. bon, laisse tomber quoi. Tout à On fait. change de filière carrément et Oui. puis bon, voilà. Bon, c'est dommage. Tout à fait. Ouais, c'est dommage. Donc, quand moi j'ai analysé, j'ai vu que le marché n'était pas assez stable là-bas, j'ai dit, bon, d'abord la manipulation de la machine, les gens ils me disaient pas, j'étais pas là, moi j'étais au Maroc. Oui, tout à fait. Voilà, ça aussi c'est une erreur, d'envoyer son business n'étant pas à côté. Ouais. Donc, je les ai dit de laisser tomber, on a acheté une couverture, on a emballé la machine, on a laissé, j'ai dit, c'est une défaite temporaire. Ouais, temporaire, c'est Voilà. bien le mot. Donc, c'est tout récemment cette année qu'on a relancé. Hein. Ok. Parce que moi aussi, je suis rentré, bon, ça fait une année, c'était en avril. C'est ça. Donc, c'est un peu cela. Ok. Ouais, ne jamais abandonner les gars. Ne jamais abandonner. C'est cette petite leçon-là que je tire de la réponse à cette question. Tout à fait. Alors, donc question suivante. Le financement est souvent un défi majeur pour les jeunes entrepreneurs. Tout à fait. Pouvez-vous nous parler des différentes stratégies que vous avez utilisées pour financer le démarrage et la croissance des différents entreprises? Oui. Il faut dire que vraiment pour financer, moi je n'ai jamais levé de fonds, je n'ai jamais fait d'emprunt bancaire. Vraiment, moi mon secret c'est l'épargne. Voilà. Parce que vraiment, pour pouvoir vraiment financer convenablement ces entreprises sans lever de fonds, il faut épargner massivement. Et pour épargner massivement, il faut accepter qu'on dise de toi que tu es un avare. Ouais. Voilà. Moi, tout le temps on le dit, hein. Jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai même pas un véhicule. Les gens, Tu as largement les moyens. oui, quand les gens me voient, non, toi aussi, il faut acheter quelque chose. Non, moi j'ai ma moto d'étudiant jusqu'à ce jour. Donc, tout ça c'est pour pouvoir financer les projets. Ouais. Je me rappelle au début des transferts d'argent, la base du transfert d'argent c'est la trésorerie. C'est bien sûr. Quand tu vas dans un point de vente Orange Money, tu dis je veux faire un retrait de 50 000, on te dit que vraiment il n'y a pas 50 000, demain tu ne reviens plus. Non, c'est clair. C'est clair. Demain tu ne reviens plus. Donc en son temps, moi j'ai mis en place une stratégie j'avais juste un salaire de 15 000 francs en ce moment. J'étais jeune donc Ça allait. ça allait, je dormais chez mes parents. Voilà, donc tout ce qui était généré comme revenu était réinvesti automatiquement. Ok. Donc en quelques temps, on a pu avoir en gros une trésorerie d'environ 1 million. Donc on arrivait à faire des retraits sans difficulté. Il y a une petite histoire même que je vais profiter de raconter. En son temps, quand on construisait les routes à Dédougou pour la fête de l'indépendance, et un monsieur, une fois, il est venu faire un retrait. À ce moment, on avait notre petit point de vente, la maisonnette métallique là. Il a fait le retrait, il dit il veut faire un retrait de 500 000. Donc pour lui, vraiment, c'était énorme. Quand il a dit 500 000, la vendeuse n'a pas réagi, elle n'était pas surprise. Voilà, elle n'était pas étonnée. Le gars pensait qu'elle n'a pas entendu. Que j'ai dit 500 000, il a dit oui, il faut lancer. Donc le gars, il a lancé le retrait. La fille a payé cash. Le gars, il est sorti, marche arrière, allait s'arrêter au milieu du goudron, attraper ses hanches, que c'est petit, mais ça mousse. Donc du coup, moi j'étais pas au bord du marché, j'étais un peu à côté des habitations. Donc du coup j'étais devenu une référence. C'est ça, oui. Voilà, tu peux venir tranquillement, tu fais ton dépôt, voilà, et ton retrait
sans te soucier qu'il n'y ait pas assez de fonds, etc. Donc, moi, c'est l'épargne qui m'a vraiment soutenu jusqu'à aujourd'hui. J'épargne massivement. C'est mon secret. Ok. Les entrepreneurs qui me font payer là, ou bien qui aiment, comment je vais dire ça? Effectivement, actuellement, on est dans une société où c'est le m'as-tu vu. Ouais, c'est ça. Le m'as-tu vu. Ouais. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas en fait à sortir de... C'est-à-dire, je veux dire, à s'émanciper en fait de cette idée du m'as-tu vu. Tout à fait. Et ça piège beaucoup de gens. Parce que bon, on va te dire qu'il faut, voilà, pour ressembler aux autres, il te faut peut-être un iPhone 14, exactement. Voilà, une moto ou bien peut-être une voiture. Pourtant, en fait, quand tu regardes, au fond, le besoin ne se pose pas. Non, non, non. Mais juste pour filmer, juste pour montrer, ah ouais, moi aussi je suis arrivé, moi aussi Finalement, beaucoup se mettent dans des situations mais catastrophiques. Ouais. Bon, pour finalement, en fait, toujours aller au même niveau, sans évolution. Oui. Et c'est vraiment dommage. Il faut que nous, les jeunes, on se ressaisisse par rapport, en fait, à cet aspect-là. Exactement. Voilà. Moi, je me rappelle que mon papa, quand mon papa paye une paire de chaussures, tant qu'elle ne se gâte pas, il ne la change pas. Oui, tout à fait. Mais je me demandais, je dis, mais comment tu fais pour chaque fois avoir une seule paire? Il me dit non, il n'en a pas besoin. Ouais. Il n'en a pas besoin. Comme tu connais notre famille, nous on est on est tout le temps. Voilà, on est des fermiers de façon générale. Voilà. Donc tout le monde c'est aller à la ferme. À la limite, c'est peut-être les messes, voilà, ou bien peut-être s'il y a des cérémonies. Tout à fait. Il me dit, mais lui, il a besoin de quelle chaussure pour aller tous les jours. Non, pourquoi? Voilà. Au contraire, il me dit que lui-même ça l'agace en fait. Oui, il faut choisir chaque matin. Voilà, chaque matin il faut choisir. Non. Il dit quand il sort, il a sa paire de chaussures, il porte et puis il s'en va au bureau. Voilà. S'il doit revenir peut-être aller à la ferme, il a encore une autre paire de chaussures qu'il faut porter à la ferme. C'est tout. On ne paye que ce qui est nécessaire. Et moi mon problème c'était, moi j'adorais les chaussures en son temps. Collection. Voilà. Tu peux me donner de l'argent comme ça pour peut-être me payer les habits quand j'étais petit. Mais je préférais quand même prendre toute la somme pour payer une paire de chaussures. Ouais. Et c'est comme leçon, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi toi tu ne changes pas de chaussures? Et il m'a fait comprendre qu'en fait, quand on achète quelque chose, il faut que le besoin se pose réellement. Ouais. Voilà. Si le besoin ne se pose pas, mais pas besoin. Tout à fait. Voilà. Mais quand le besoin se pose, effectivement, et que tu te rends compte que le besoin il est réel et que peut-être il va te permettre d'augmenter peut-être ta cadence de travail. Exactement. Ou bien améliorer au moins quelque chose dans ta vie. Non, là, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Mais si c'est une dépense juste pour montrer à quelqu'un que non, ça c'est la meilleure manière de moi, je me rappelle quand j'étais au Maroc. Moi, quand je dis aux gens, moi j'ai fait 3 ans au Maroc sans acheter de vêtements. Waouh! Pourtant, on se connaît. On a beaucoup de promotionnels qui sont là-bas. Oui, sans acheter de vêtements. Nombreux, quand le gars il va, tu vois automatiquement que son style vestimentaire il a changé. Complètement. Voilà, c'est des chaussures. Parce que moi je ne sortais pas, j'avais pas de rendez-vous d'affaires. Donc je portais ce que j'avais juste pour aller à la fac. Et quand je rentrais, maintenant c'était pour faire du business. Alors, je suis allé, j'ai payé des habits. C'est vrai, voilà. J'avais une épargne assez conséquente. Et je porte, je vais à mes rendez-vous d'affaires et tout. C'est tout. Oui. Et une chose aussi, il faut que les gens sachent que chaque chose en son temps. Ouais. Voilà. Tu n'es pas arrivé à un certain niveau, ne te force pas. Oui. Voilà. Le moment va arriver. Tout à fait. Voilà. Prépare-toi en conséquence pour que ce moment arrive. Et puis bon, voilà, tu pourras faire ce que tu veux. Tout à fait. Voilà. On n'a pas... Donc pour cette question-là, vraiment, moi, j'ai vraiment réussi en fait à... Parce que bon, tu me connais, la plupart de ceux avec lesquels je traîne, c'est des gens beaucoup plus âgés que moi. Tout à fait. Voilà, et déjà des entrepreneurs. Ça fait que grâce à ces personnes-là, j'ai vraiment réussi en fait à avoir ce mindset de économiser. Tout à fait. Ne pas dépenser dans ce qui n'est pas important. Tout à fait. Et puis bon, voilà. C'est vraiment comme ça. Hein. Tant que tu n'épargnes pas, tu seras là pourri sur des financements qui parfois t'amène beaucoup de problèmes.
Parce qu'une fois tu as le financement, il faut gérer. Il faut gérer, franchement. Quand quelqu'un a 1 million, quand il va acheter par exemple un trépied pour son entreprise, quand on lui dit ça va 25 000, le fait d'avoir 1 million, il ne discute plus le prix. C'est vrai. Effectivement. Donc le financement est en quelque sorte parfois un poison. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, on a vu beaucoup de gens, on les a financés. Oui. L'argent, ils ne savent pas où l'argent est rentré. Et puis finalement, le projet est mort. C'est ça, on dépense facilement ce qu'on a gagné facilement. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Alors, question suivante. Alors, comment parvenez-vous à maintenir un équilibre entre vos différentes entreprises, vos différentes activités, et aussi à vous concentrer sur les projets stratégiques, voilà, qui requièrent une priorité? Ouais. En réalité, comme je viens de le dire, d'abord il faut maîtriser tous les projets sur le bout des doigts. Faut maîtriser. Moi, généralement, c'est moi, dans ma vision, bon, de façon générale, disons, moi j'ai une comptabilité simplifiée. Voilà, revenu moins dépenses, etc. Et puis on avance rapidement, quoi. Donc, du coup, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble, moi-même, sur tous les projets. Voilà. Et en plus de maîtriser les différents projets, donc ça devient facile en ce moment. Tout à fait, oui. On sait exactement quoi mettre là-bas pour que ça fonctionne. Si on analyse, par exemple, on voit que notre boutique de PC, les ventes ne décollent plus. Pourquoi? On n'y accorde pas assez de temps, on n'a pas de personnel assez qualifié. S'il le faut, on recrute. Et si ce n'est pas ça, c'est peut-être la position qui n'est pas stratégique. Voilà, on a une mauvaise stratégie de communication. Donc on essaie d'adapter. S'il faut augmenter le budget marketing, on le fait. Parce que moi j'ai les chiffres en temps réel. Tout à fait. On utilise des logiciels de gestion aussi en ligne. Donc tout le monde a accès aux données en temps réel. Donc ça c'est l'avantage d'un logiciel même. Ça permet de faciliter la prise de décision. C'est vrai. Oui. Donc nous, pour vraiment élaborer des stratégies, adapter vraiment nos stratégies aux différentes entreprises, moi c'est un logiciel qui m'aide. Voilà. Parce que quand on a plusieurs entreprises, c'est très très difficile vraiment de pouvoir gérer tout de façon manuelle. Voilà. J'ai mon tableau de bord, quand je prends, je regarde, on a ce produit là en stock, on a 200 pièces, ça ne se vend pas depuis tel mois. D'ici, on organise une campagne là-dessus, on essaie de faire décoller. On a une entreprise de glace, actuellement on livre, les motos ne suffisent plus, on achète une deuxième moto. Voilà, c'est comme ça. Bien. Question suivante. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés en démarrant votre entreprise et comment les avez-vous surmontés? Y a-t-il eu des moments particulièrement difficiles que vous avez dû affronter? Oui. En fait, moi, j'ai rencontré des difficultés en son temps à Lidougou, avec notre point de vente là-bas. Parce que quand on est passé de la maisonnette métallique du kiosque, là, disons, on a construit. Un bâtiment. Voilà, on a construit un bâtiment. Et par manque d'expérience, nous, on a construit le bâtiment. Et à la fin, il n'y avait plus de fonds pour faire les transactions. Waouh! Parce qu'effectivement, le bâtiment, quand tu l'entames, il faut le terminer. Il faut le terminer. Et nous-mêmes, on n'a même pas réussi à terminer parce que la devanture n'était pas du tout. Peut-être je pourrais te donner des images qui pourront être introduites dans le montage. Donc, on n'a même pas terminé, mais on était déjà à plat. Par manque d'expérience, on n'a pas budgétisé. On n'a pas budgétisé. Donc, j'étais ploué, on avait à peine 300-400 000 pour faire des transactions. Alors qu'on grandissait, normalement on doit être capable de faire des transactions de volume plus élevé. C'est ça. Voilà. Donc ça a été vraiment un problème majeur, parce que l'entreprise vraiment risquait de faire faillite en son temps. En ce moment, c'est mon grand frère qui m'a sauvé en son temps. Il m'a accordé un prêt de 1 million sur une année sans intérêt. Donc, moi, à travers cet argent, j'ai pu encore investir dans le projet et faire grandir le projet très facilement. Donc, ça, c'était un défi majeur parce que sans ça, on allait fermer. C'est vrai. On allait fermer, il n'y a pas de... Parce que non seulement vous n'avez plus de local parce que le bâtiment n'est pas terminé, mais vous n'avez plus suffisamment de fonds effectivement pour faire les transactions. Bon, comment les employés allaient payer? Exactement. Compliqué, les charges.
Et un autre défi aussi, c'était peut-être au niveau du recrutement. Moi, pour stabiliser vraiment le personnel, c'était un défi. Parce qu'il faut le dire, hein, quand on démarre, on ne peut pas payer des salaires de gros salaires à des gens. Quand tu as un kiosque, tu essaies aussi de négocier quelqu'un, tu lui donnes ce que tu peux. Alors, c'est la réalité du terrain. Donc, bon, cette personne aussi, voyant que peut-être c'est pas énorme, donc le sérieux, dans la plupart des cas, n'y est pas. Donc, c'était difficile. Maintenant, par le temps, moi j'ai remarqué que plus les filles sont jeunes, plus il y a plus de chances que ça ne marche pas, en fait. Donc, j'ai pris une décision radicale. Je ne recrutais pas des filles qui ont moins de 27 ans. Wow. En son temps. Donc, c'est ce que je faisais. Et quand on a commencé à faire ça, c'est pas une fille qui a cet âge généralement aussi un peu consciente. Voilà. Tout à fait. Il n'y a plus trop de pointeurs. Donc, il faut se concentrer maintenant sur la vie. Sur la vie, ouais. Voilà. Donc, généralement, ça fonctionnait. Ok. Alors, on a réussi à stabiliser et puis ça marchait. Ah, ça, il t'a fallu l'œil pour comprendre que le problème, c'est en fait. Oui. Tu recrutes une fille de 18-17 ans, elle est jolie et tout, mais ça va pas. Ouais, normal, puisqu'il y a beaucoup de dragueurs derrière. Il y a beaucoup de dragueurs, tel son salaire même, elle gagne ça en une semaine. Ouais, naturellement. Donc, à quoi bon se tuer à la tâche pour ton entreprise voilà, tu ne gagnes pas peut-être forcément voilà, ce que ces pointeurs lui donnent. Tout à fait. Donc, effectivement, ça, je suis sûr et certain que beaucoup vont se reconnaître dans cette vidéo. Parce que la majeure partie, tu vois, il y a certains quand tu vas 2-3 jours, celle qui était là, ce n'est plus elle. Tu repars encore 2-3 jours, celle qui était là, ce n'est plus elle. Tout à fait. C'est-à-dire, on ne fait que changer d'employé. Et finalement, bon, les clients ne se retrouvent pas. Parce que si tu as l'habitude de venir, par exemple, bon, l'accueil est différent d'un employé à un autre. Tout à fait. Voilà, si je viens habituellement et que je rencontre celle-là et que voilà, l'accueil est comme je l'espérais, et qu'il y a une nouvelle qui vient et que l'accueil n'est pas ça, finalement, je vais me barrer. Il faut s'adapter à chaque fois. Il faut s'adapter à chaque fois et c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai mon argent, je veux venir faire des transactions et puis encore ça, je veux venir peut-être me prendre des claques émotionnelles. Alors que les transactions, c'est en gros 1-2 minutes. Tout à fait. Donc tu n'as pas le temps même de sympathiser d'eux. Il faut que vraiment la personne qui est là soit très ouverte d'esprit pour accueillir tout le monde, même si elle ne connaît pas la personne. Soit il faut avoir quelqu'un de fixe. Voilà, parce que même si la personne n'est pas accueillante, la familiarité même déjà, ça met en place... Effectivement. Rien que récemment, j'ai fait la bagarre avec une fille dans un... Je vais éviter de donner le nom de l'entreprise. C'est une entreprise célèbre où, bon, une alimentation où en bas, là, il a un coin en fait où il fait Orange Money. Ce jour-là, j'avais une urgence santé. On était allé à l'hôpital de retour, je vais faire un retrait. La pharmacie, là où je m'étais arrêté, juste en face d'une pharmacie. Je voulais faire un retrait. Je voulais payer par Orange Money à la pharmacie. La pharmacie me dit en fait, ce service-là n'est pas disponible. D'accord. Il faut trouver un coin pour faire un retrait. Tout à fait. Je quitte la pharmacie, je vais là-bas. J'ai dit, je veux faire un retrait. La bonne dame, c'est-à-dire la fille, elle est assise derrière son comptoir. Elle manipule son téléphone. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait en train de faire. Je dis bonsoir. Elle me dit bonsoir, elle ne me regarde même pas. Voilà. Mais finalement, j'ai crié sur elle parce que moi j'ai une urgence maladie. Exactement. Et donne-moi mon argent, je ne viens pas te mendier. Tout à fait. Voilà, j'ai de l'argent que je veux juste retirer. Mais si tu es là et que tu ne veux pas faire ton boulot, tu te casses. Tout à fait. Voilà, on trouve quelqu'un d'autre, puis on te remplace. Finalement, elle me dit, ah monsieur, excusez-moi, j'ai dit non. Quand un client vient, tout ce que tu es en train de faire, tu stoppes. Le client il est roi, c'est lui qui paye ton salaire. C'est ça, voilà. La transaction. Mais ce jour, j'étais tellement énervé. Depuis ce jour, je suis parti là-bas. Non, je ne peux plus y aller. Parce que je ne vais pas venir, je vais pas permettre à quelqu'un de se foutre. Non. Même si tu y vas, c'est à cause peut-être du promoteur que tu connais. Voilà. Ce n'est plus à cause de la bonne. Exactement. Donc bon, la question d'employer, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Non. Beaucoup d'entreprises tombent effectivement à cause en fait de ce problème-là. C'est ça. Tu n'as pas eu une bonne personne. Oui. Bon, maintenant, la vérité, c'était ça. Oui, c'est la ressource humaine. La ressource humaine, c'est la plus complexe en entreprise. Tout à fait.
Alors, question suivante. Dans le domaine du e-commerce, quels sont les facteurs clés que vous considérez lors du développement de votre stratégie marketing et de vente en ligne? Comment mesurez-vous le succès de vos campagnes et ajustez-vous votre approche en conséquence? Ça, c'est la question de Damien. Damien, si tu regardes la vidéo, donc écoute bien, parce que la réponse à ta question que tu lui avais posée sur sa page, ben, elle est là. Okay. En fait, pour nous, notre avantage est que moi, je suis vraiment... j'aime trop la gestion. Ok. Tout revient là-bas, hein, j'aime trop la gestion. Donc, quand on lance une campagne comme ça, depuis même la saisie de la dépense au niveau de nos dépenses, le produit même est déjà indexé. On sait que la dépense du 11 mai là, c'était pour sponsoriser par exemple ce mixeur là. Donc déjà, on va aller voir Facebook. Déjà, c'est un rapport vraiment énorme. Hein. Facebook te donne déjà tout. Tout à fait. Donc Oui. quand tu lances ton sponsoring, nous généralement notre stratégie est basée sur WhatsApp. On dirige nos prospects sur WhatsApp parce que si tu mets le lien du site, ils vont aller regarder. Personne ne va payer par la passerelle de paiement. Voilà. Donc on met le bouton WhatsApp, il clique, il vient dans notre WhatsApp. Et là-bas, on essaie de leur attribuer des étiquettes WhatsApp. Ok. Sur WhatsApp Business, il y a des étiquettes. On peut par exemple créer une étiquette mixeur ou bien une étiquette électroménager. On attribue cette étiquette-là au prospect. Ok. Si possible, on l'enregistre. S'il a son vrai nom sur son profil, on l'enregistre. On commence à discuter. Voilà. Au premier contact, tu vas savoir d'abord s'il est intéressé ou pas. Tout à fait, oui. Voilà. S'il est intéressé et qu'il peut potentiellement acheter le produit, nous on a un CRM. Voilà, qui est greffé à notre logiciel. Là-bas, on l'amène dans le CRM, on l'enregistre. Alors, en fonction de la discussion, on s'est dit par exemple, il va acheter tel jour. Nous, on met un suivi dans le CRM. Ce jour, on peut l'envoyer un SMS, l'appeler, l'envoyer. Les mails, c'est très rare, hein, sauf pour les produits virtuels en général. Voilà, donc, généralement, on appelle. Donc, ça, c'est... Bon, le tunnel est en gros, le client peut suivre à notre niveau pour pouvoir aller jusqu'au bout. Maintenant, au bout de quelques jours, parce que ce qu'il faut savoir quand tu sponsorises ton produit, tu n'es pas le seul. Bien sûr. D'autres personnes sponsorisent les mêmes produits. L'algorithme, il n'est pas gentil. Moi, j'aime pas ça. Quand tu sponsorises ton produit, quand un client voit le produit, il s'attarde un peu sur la vidéo. Demain, s'il y a un autre concurrent qui balance le même produit et puis il paye également, l'algorithme va lui envoyer ça. C'est le même produit. Donc, nous, on conclut la vente très très rapidement. Donc, 3 jours après, on va relancer le client. Une semaine après, généralement, on relance. Et 1 mois après, on relance. Voilà. Donc, généralement, ceux qui n'achètent pas dans ce laps de temps-là, la plupart ne sont pas intéressés ou nous donnent un rendez-vous ultérieur. Maintenant, pour mesurer le succès, c'est facile. On sait que, par exemple, sur WhatsApp, nous, on a mis $5 jour. Sur 7 jours, ça va être $35. C'est ça. Bon, on a dépensé $35, il fait environ un peu 25 000 en gros. Voilà. Donc, on va venir voir dans ce laps de temps-là quels sont les prospects qui sont rentrés dans notre base de données, combien de personnes ont acheté et combien même ces produits ont généré comme revenu. Il nous permet de savoir la publicité a été rentable ou pas. Donc, c'est le logiciel qui nous aide dans ce sens-là. Donc, quand tu ne peux pas faire du e-commerce en gérant tes ventes de façon manuelle, très compliqué. Voilà. Même si tu veux aller, tu pars sur Play Store, tu te télécharges une petite application, tu commences à gérer si tu n'as pas les moyens de t'acheter un logiciel adapté. Donc c'est plutôt, faut dire, tout repose encore une fois de plus sur la gestion. Sur la gestion, c'est ça. Savoir gérer. Tout à fait. Être très très réactif. En e-commerce, une fois que j'ai publié, il y a des commerçants, tu les contactes 3 jours après, ils ne te répondent pas. Effectivement, je me souviens de ce. Tu l'écris, mais tu laisses un message en commentaire. Tu ne réponds pas. Tu te demandes pourquoi il a sponsorisé. En fait, s'il a sponsorisé pour avoir des clients et qu'il a des clients et qu'ils ne les répondent pas, bon,
ça porte à croire qu'il n'a pas besoin d'argent. Tout à fait. Ou qu'il n'a pas besoin Donc, de il faut vendre. être très. Moi, j'ai des vendeurs qui répondent parfois des messages. Ok. Oui. Par exemple, c'est pas moi-même mes propres messages. Moi, je réponds à mes messages. Ils ont leur propre numéro. Par exemple, si on prend par exemple la liste des prospects, moi, je peux cibler un vendeur. Je lui dis, prends cette liste-là et relance. Et relance, ouais. Voilà. Donc, lui, il va relancer, il va répondre au message. Il va discuter avec Lui, là, s'il ne fait que ça. C'est ça. Donc, s'il ne fait pas, c'est qu'il ne fait pas son travail. C'est vrai. Alors, vous êtes un exemple inspirant de jeunes entrepreneurs polyvalents. Quels sont vos principaux conseils pour ceux qui aspirent à suivre vos traces et à bâtir une entreprise réussie dans plusieurs domaines? Bon, ce que moi je donne généralement comme conseil quand on me pose cette question, c'est vraiment essayer de ne pas vouloir mettre en place un projet révolutionnaire. Okay. Parce que l'idée de la notion de start-up dans notre environnement, je pense même que c'est à bannir. Parce que on n'a pas assez d'argent pour créer un produit. Parce que pour créer un produit, vraiment, ça demande beaucoup de ressources. Voilà. Même si on a de l'argent parfois, moi je pense que c'est mieux de te greffer déjà à quelqu'un qui fait ce que tu fais. Même si ce n'est pas exactement ça, tu te greffes à quelqu'un qui fait ce que tu veux faire. C'est pourquoi, bon, sur Internet, on voit des coachs qui disent qu'on crée une entreprise à 0 francs. Bon, c'est un abus de langage. Voilà. Mais si moi je viens, toi par exemple, tu vends déjà des téléphones, tu as 100 téléphones en stock, moi je prends des images à les poster pour vendre. J'ai créé une entreprise à 0 francs. Bien sûr. Voilà. Donc, je me greffe par exemple à toi, je prends tes téléphones et j'essaie de vendre. Voilà. Juste des images, tu ne me connais pas, tu ne vas pas me donner ton stock. C'est vrai. Par le temps, tu vas me donner 10 téléphones sans prendre de l'argent. Mais au début, il faut créer la confiance. La confiance, oui. Voilà. Donc, mais l'erreur que les gens commettent quand ils font ça, l'affiliation, ils ne se mettent pas au sérieux parce que ce n'est pas leur propre produit. C'est pas leur propre produit. Donc, comme lui, il n'a pas de stock, il n'y a pas de tension, il n'a peur de rien, que ça se vende ou pas, lui, il s'en fout. C'est le stockiste qui perd. C'est ça. Donc, ça fait qu'il ne va rien vendre. Voilà. Mais quand tu mets dans la peau de celui qui a le stock, tu vends avec rigueur, tu essaies de prospecter comme si c'était ta propre entreprise. C'est ça. Voilà. Tu ne peux que réussir. C'est vrai. Par le temps, tu auras une bonne base de données clients. Quand tu auras ton propre stock, tu pourras les ravitailler si c'est un produit qui se renouvelle. Voilà. Tu pourras les ravitailler. Tu vas également comprendre les stratégies pour vendre mieux ce type de produit. Tout à fait. Exactement. Tu vas également comprendre les difficultés que rencontre ce secteur d'activité. Quelque chose que tu n'allais jamais connaître en allant taper sur Facebook. Quel conseil vous allez me donner si je veux me lancer dans la vente de téléphone? Oui, c'est vrai. Effectivement. Voilà. Donc, c'est se dire, je veux de l'argent, je veux gagner de l'argent. Et tu cibles un secteur dans lequel tu veux te lancer, tu te greffes à quelqu'un, tu vends. Très bon conseil. Nous tous, on a fait ça. Oh oui. On n'a pas forcément de l'argent pour lancer un business. Je me souviens que j'ai pris des trucs avec toi. Oh oui. Voilà. Donc, on n'a pas forcément nécessairement besoin effectivement d'argent pour lancer en fait un business. Non. Voilà. La notion même de businessman, c'est en fait ça. Oui, oui. Voilà. Le gars, il n'a jamais de produit, il n'injecte pratiquement pas son propre argent. Oui. Mais il fait en fait de l'affiliation et au milieu, il est là, il récupère en fait, sa commission. Ouais. Et plus le temps va passer, plus il va être très expérimenté au point même de pouvoir conseiller en fait des gens pour dire tel produit que tu es en train de, il va pas marcher. Ouais. Voilà, je préférais peut-être que tu, voilà. Mais derrière tout ça, c'est pas lui il n'est pas le propriétaire des produits, mais non. voilà, mais il a acquis en fait assez d'expérience pour conseiller. Tout à fait. Voilà. Donc, mais la plupart du temps, en tant que tu le disais, nous les jeunes, on préfère avoir la chose pour nous-mêmes. Tout à fait. Qu'on dise voilà, c'est pour moi, c'est moi qui, voilà, etc. Pourtant, bon, ça n'a rien de glorieux si derrière tout ça, tu n'arrives à rien. Tu ne vends pas. Ça n'a rien de glorieux. C'est ça. Et c'est vraiment dommage parce que bon, beaucoup de jeunes se trouvent piégés en fait avec cette histoire-là. Et c'est vraiment pas intéressant. Tout à fait. Apprendre d'abord à maîtriser oui. ce dans quoi on veut faire avant de se lancer. De se lancer soi-même. Ça nous permet d'économiser beaucoup, même si on a de l'argent.
il y a l'histoire d'un monsieur, bon, c'est une histoire sur internet, je ne sais pas si c'est vrai. Il voulait ouvrir un maquis. Il a décidé d'aller travailler dans un maquis pendant quelques mois. Pour comprendre comment ça marche. Comment ça fonctionne. On ne voulait même pas lui payer un salaire. Il dit que non, lui va commencer en attendant. S'il voit que le travail est bon, on peut lui payer. Mais il était millionnaire. Wow. Donc il a compris le système. C'est ça. Voilà. Et puis bon, après il a créé son commerce. Ouais, mais en fait, c'est la réalité. Oui. Quoi de mieux que de te baigner en fait dans ce dans quoi tu veux faire d'abord. C'est ça. Tous les comprendre conseils, les jeux voilà, du métier avant de te lancer. Tu te lances. Ouais. Mais nous, on veut commencer par la fin. Encore nous les jeunes. Alors, question suivante. Comment votre entreprise s'efforce-t-elle de rester à l'avant-garde de l'innovation dans chacun de ses domaines d'activité? Moi, personnellement, je suis une personne très très curieuse. Hein. C'est ce qui fait que nos entreprises arrivent vraiment à être en harmonie avec l'évolution du marché. Donc nous, on n'hésite pas dans la recherche et développement. Dans la recherche et développement, nous n'hésitons pas à investir, que ce soit sur le plan marketing, acheter des logiciels qui permettent de générer des vidéos, marketing, acheter de nouveaux scripts testés. Vraiment, c'est très facile pour nous. Très facile pour nous. Même par exemple avec notre projet de glace actuellement, nous on était là, on avait un problème. Vous savez, c'est des machines qu'on commande à l'extérieur. La température n'est pas ça. Quand la température dépasse 37 degrés du moins, déjà la capacité de production diminue considérablement. C'est vrai. Donc, nous pour résoudre ce genre de problème, moi j'ai proposé à mes collaborateurs, il faut qu'on crée des ouvertures. On a créé des ouvertures, on a installé une climatisation. C'était une grosse erreur d'ailleurs, parce que le coût de production augmente et le problème d'ailleurs n'a pas été résolu. C'est une machine extrêmement automatisée. Quand elle sent que la température atteint un niveau où elle peut chuter, elle peut griller, elle-même elle s'arrête. Ok. Donc elle ne fonctionne même plus. Tu démarres 2 minutes après ça s'arrête, 2 minutes après ça. Donc on s'est dit, après, ça c'est peut-être une information que mes concurrents ont utilisée. On a décidé de faire sortir encore la machine sous une terrasse qu'on a essayé d'aménager. Et c'est là qu'on a réussi à solutionner ce problème-là. Mais imagine, on a investi dans la climatisation vitrée. Donc même la climatisation n'a pas réussi à... Quand la machine démarre, tu es dans un four, même avec la climatisation. Waouh! Parce qu'effectivement, la cadence de ventilation de la climatisation, si ce n'est pas suffisant, voilà, naturellement, ça ne pourra pas. C'est une petite pièce, on a mis un 5. Waouh! Donc, du coup, c'est de l'argent perdu. Mais c'est comme ça, il fallait tester pour pouvoir avoir la bonne formule. Donc, nous, pour pouvoir vraiment s'adapter, évoluer, on n'hésite pas quand il s'agit de tester. Moi, j'aime beaucoup tester tout. Même la pub Facebook, c'est un jour j'étais assis en 2019, j'ai vu que les gens parlent de sponsoring. Je dis bon, mets ma carte. J'avais une carte bancaire, j'ai mis ma carte. Maintenant les gens commencent à m'écrire sur WhatsApp au hasard. Je dis ça c'est quoi ça encore? C'est là que j'ai découvert le sponsoring. Ok. Oui. Tester, effectivement. Oui, on teste tout. D'autres marchent, d'autres ne fonctionnent pas. Tu vois. Ça permet effectivement d'avoir une ligne en fait. Oui. Tu sais à peu près où poser le pied parce que bon, j'ai mis le pied ici, ça ne marche pas. Voilà. Donc forcément de l'autre côté, ça devrait marcher. C'est ça. Ouais, tout à fait. Même par exemple pour héberger nos logiciels, nous on était plus dans l'hébergement mutualisé. Les informations vont comprendre. C'est comme c'est un serveur, le propriétaire vous loue chacun une partie. Donc du coup, tu ne peux pas avoir accès à la racine du serveur. Donc nous on a un projet qu'on voulait déployer sur un serveur. Qui devait être capable de créer des bases de données automatiquement, de créer également des sous-de-domaines, et également ajouter le certificat SSL. Le certificat SSL, c'est la petite case, le cadenas qui s'affiche là pour dire que le site est sécurisé. Donc, nous on était assis, mes gars disaient que non, pour administrer un VPS, c'est un peu compliqué. Moi j'étais assis, j'ai vu une fois une entreprise qui présentait une offre pendant le mois de novembre lors du Black Friday. Moi j'ai payé pour une année.
En une semaine, j'ai maîtrisé le VPS. Il n'y a rien de compliqué. Wow. Rien de compliqué. Tu installes ton panneau, si tu arrives même à installer un panneau d'administration, c'est fini. Ça, tu le fais grâce à SSH. Donc, si tu arrives à le faire, les lignes de commande, et puis toi, c'est fini. C'est fini, ouais. Donc, c'est comme ça. Ok. Question suivante. En tant qu'entrepreneur, comment maintenez-vous un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Quelles sont vos stratégies pour rester concentré sur vos projets à long terme? Concernant la vie personnelle, je vais être très très sincère avec toi. Moi personnellement, je n'en ai pas trop. Parce que tant que vraiment il y a des clients, moi je suis sur le terrain. Donc je ne peux pas vraiment dire que c'est un défaut, je l'admets. Il faut vraiment créer de l'équilibre. Voilà, il faut aussi avoir une vie. Mais vraiment les défis actuels ne me permettent pas réellement d'avoir une vie personnelle. Voilà, de dire que bon, je finis à telle heure, voilà, après telle heure je n'interviens plus. Non, non, non. Moi récemment, il y a un grand restaurant qui achète des rouleaux thermiques avec moi. Tout le monde n'a pas cette capacité d'anticiper les ruptures de stock. C'est vrai. Voilà, donc ils étaient là vers 20h, ils n'ont plus de rouleaux thermiques, ils m'appellent. Voilà, ils m'appellent, je fais quoi? Je dis on a fermé. Ils vont faire toute la nuit. À 20h, un restaurant, ils viennent de commencer. Ils viennent de commencer, voilà, donc ils font toute la nuit sans rouleau. Quand tu es habitué à un rouleau thermique, à un reçu du moins de caisse, le jour qu'on ne te donne pas, tu as l'impression d'avoir jeté ton argent. C'est vrai. Tu n'as pas acheté, tu as l'impression de n'avoir pas fait d'achat. C'est ça. Voilà, ou la caissière a mis ça dans sa poche. Donc du coup, je fais quoi? Si je laisse, le gars va taper sur Facebook, c'est facile, un rouleau thermique, un autre fournisseur va s'afficher, même si c'est plus cher, il va prendre. C'est vrai, parce qu'il est dans l'urgence. Il est dans l'urgence. Ouais. Et là, si par malheur celui-là il est moins cher, ben, tu as perdu ton client. donc il faut livrer. Ouais. À 7h, il n'y a pas de livreur. Les partenaires, mes collaborateurs rentrent généralement à 18h, 19h. Je vais prendre, je pars livrer. Je suis là à 2h du matin. Un restaurant n'a pas de glace. Les clients arrivent. La boisson n'est pas fraîche. Ah, il faut de la glace. Je livre la glace à 2h du matin. Donc, je n'ai pas le choix. Donc, effectivement, cette vie personnelle... Oui, et je fréquente très peu les grains. À Ouaga, ici, moi, je vais nulle part. Je suis chez moi, soit au bureau. Beaucoup m'ont jeté la pierre à cause de cette histoire. Allô, Stan, oui, tu es où? Ah, les gars, moi, je suis au bureau. Hein. Ouais. Soit je suis au bureau, soit je suis à la maison. C'est tout. Il y a même des parents proches que je n'arrive pas, en fait. Depuis que j'ai mis pied pratiquement 4 ou 5 ans. C'est compliqué. J'ai du mal, en fait, à aller peut-être les rendre visite. C'est compliqué. Mais les gens, en fait, souvent, quand ils sont... Bon, excusez-moi du terme, quand les employés, ils ont un horaire de travail, de travail fixe. Bon, ils ne comprennent pas forcément... Voilà, pourquoi ce jeune, il dit que lui n'a pas le temps. C'est ça. Bon, il consacre, en fait, tout son temps à construire quelque chose. Oui. Donc forcément, toute son énergie est concentrée là. C'est ça. Voilà, soit tu décides d'avoir une vie personnelle, voilà, comme tout le monde, et tu délaisses en fait tes ambitions, tes objectifs, tes entreprises. Ou bien tu te concentres à 1000% sur tes entreprises. Bon, voilà, il faut aussi dire que ça ne sera certainement pas en fait toute la vie. Non, non, non. C'est un temps. 5 ans de prison, 40 ans de liberté. C'est ça. Voilà, en fait. Donc, c'est un peu ça. Une fois de plus, comprenez les jeunes entrepreneurs pour cette question de vie personnelle. Voilà. C'est le métier qui demande ça. C'est le domaine qui demande ça. Je tiens à préciser que ce n'est pas une fierté de dire ça. Hein. Moi, j'aimerais samedi aussi aller m'asseoir sur une terrasse. Bien sûr. Boire, prendre un verre, discuter avec des amis. C'est notre rêve. C'est pour ça qu'on travaille même tout étant jeune. Voilà. Mais c'est les contraintes du terrain. D'autres vont dire que non, c'est des histoires. Bon, il y a Jeff Bezos qui n'est pas aussi occupé que ça. Oui, mais c'est une exception. Et Jeff Bezos n'est pas au Burkina aussi. C'est ça. C'est comme ça. Tout à fait. C'est pas simple, mais on tient le coup. Donc, les amis, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. La dernière question, M. Thiemann. Quel conseil donnerez-vous à d'autres jeunes entrepreneurs qui souhaitent embrasser le domaine de l'entrepreneuriat? Déjà, il faut s'armer de courage
Parce que nous sommes en Afrique, nous sommes au Burkina Faso. C'est très, très, très compliqué. Mais si tu tiens le coup, généralement, c'est... Moi, j'aime vraiment le public burkinabé. Parce que quel qu'en soit ton produit, il y aura toujours une personne ou deux qui vont acheter au début. Moi, j'aime vraiment ça chez les. Moi, je n'ai jamais lancé un produit où je manque d'acheteurs à 100%. Okay. Voilà. Moi, je tiens vraiment à être reconnaissant envers le public burkinabé pour ça. Voilà. Donc, ils sont là généralement, ils font confiance très facilement. C'est pourquoi même d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui viennent chez nous pour venir faire des conférences, des histoires. Alors, on donne notre confiance facilement. Donc, du coup, c'est les gens, par le temps, qui ont fait en sorte que les gens sont devenus réticents. Sinon, le Burkinabé en général, il apporte très facilement sa confiance. Voilà. Mais si tu n'arrives pas à honorer tes engagements, il devient réticent et il ne veut plus jamais collaborer avec toi. Donc, c'est ça que j'ai dit, il faut être honnête. Il faut être honnête et puis il ne faut pas croire que tu vas facilement lancer un produit et puis aller livrer. Quand tu vas livrer, par exemple, une montre, tu vas passer 1 heure à montrer à la personne comment ça fonctionne. Ouais, ça, il faut être sûr. Là, il faut être sûr. Donc, il ne faut pas croire que tu vas vendre très, très rapidement comme Amazon en automatique. C'est ça. Alors, donc, après cela, il faut aussi se dire que tu es là pour chercher de l'argent. Il ne faut pas dire que tu vas créer des robots qui vont vraiment, quand tu arrives à la porte d'un restaurant, qui vont venir te prendre par la main, t'ouvrir la porte. Non, on n'est pas à ce niveau. À un niveau où il faut chercher à... C'est l'achat-vente en fait qui marche même dans notre environnement. C'est ça. Alors, quel qu'en soit le produit, même si c'est des immeubles. Alors, tu peux vendre aujourd'hui des immeubles en n'ayant aucun rond dans la poche. Mais oui. Nous, on l'a fait. Oui, tu peux vendre des téléphones en n'ayant... Tu ne sais même pas d'où viennent les téléphones. C'est vrai. Il faut juste, comme je viens de le dire dans l'une des questions précédentes, il faut juste vendre le produit du commerçant comme si tu ne perds jamais. Tu ne perds jamais. Parce que la base de données client que tu as, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pas pour le commerçant. Il faut aussi faire un reporting. Ouais. Si un client achète un produit, son contact dans ta base de données, c'est à vie. Chez nous, par exemple, un client qui achète un mixeur, 3 jours après, le vendeur va le contacter pour lui proposer, par exemple, un four électrique. Par exemple. Parce que quelqu'un qui a acheté un mixeur, ça veut dire qu'il veut de la facilité dans la cuisine. Il peut potentiellement acheter le four. C'est ça. C'est vrai. Donc, c'est la base de données qui te permet de faire ça. Ouais. Oui. D'accord. Ben, merci, M. Thiema. Moi, je vous remercie. Voilà, d'avoir répondu à autant de questions. La vidéo est longue, mais bon, je crois qu'elle elle est gratifiante parce qu'il y a quand même beaucoup de points que vous nous avez dans ce vidéo. Et je vous en remercie. C'était un plaisir. Donc, les amis, on est à la fin de notre vidéo, à la fin de notre interview. Certainement, je vais mettre vos contacts pour ceux qui sont dans le besoin de glace ou bien de formation dans le domaine du e-commerce. Voilà. Je tiens à rappeler que c'est avec lui que j'ai suivi ma formation de e-commerce. Voilà. Peut-être les gens ne savent pas, mais je fais du e-commerce aussi. Oh, oui. Voilà. Donc, on est dans beaucoup dont on ne fait pas forcément la publicité. Mais croyez-moi, il est excellent dans tout ce qu'il fait. En tout cas, c'est quelqu'un que je recommanderais sans réfléchir. Voilà. Vous avez besoin d'un logiciel de gestion, vous avez besoin de classe, vous avez besoin de conseils par rapport à votre e-commerce ou plein d'autres choses. Croyez-moi, je vous les recommande sans réfléchir. Donc les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un like et à commenter surtout. À bientôt pour une nouvelle vidéo.